Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Chez l'Harmattan, Sénégal. Kane Abdourahmane, Destin cruel, roman janvier 2010. Bada Chérif, Crimes et délits dans la vallée du fleuve Sénégal de 1810 à 1970, collection Études africaines, janvier 2010. Sarpa Ousmane, Les déboires de Habib Fall, suivi de Blessures de mon pays, nouvelle, décembre 2009. Mikaïla Jean, Le Conseil des esprits, décembre 2009. Chenet Gérard, El Hadj Omar. La grande épopée des tout couleurs, théâtre, novembre 2009. Barro Aboubacar Abdoulaye, École et pouvoir au Sénégal. La gestion du personnel enseignant dans le primaire, novembre 2009. Gaïfol Ndeyana, L'Afrique à Cuba. La Regla de Ocha, Culte ou religion, octobre 2009. Chenet Gérard, Trans-Vaudou d'Haïti pour Amélie Chéry, roman, septembre 2009. Enda Omour, Le ravitaillement à Dakar de 1914 à 1945, août 2009. Préface. Le livre de Kudi Kane, qui porte sur un sujet inédit, apparaît comme un modèle d'originalité. C'est la première fois qu'un critique africain se penche sur les romans d'un terroir précis. Travail de pionnier donc que cet essai portant sur un ensemble d'œuvres qui ont comme caractéristique commune d'être produites par des hommes d'un même terroir qui s'appelle le Fouta Toro. Le mérite de l'auteur est d'avoir réussi à choisir des romanciers contemporains d'inspirations diverses, mais doués de la même sensibilité. À travers leurs œuvres respectives, Les Gardiens du Temple, Marker, La Fièvre de la Terre, Rella ou Les Voix de l'Honneur, la quête que mène Cheikh Hamidou Kane, Abdoulaye est revisitée par Kudi Kane qui nous guide Eliman Kane, Aboubaki Moussalam et Téné Youssouf Gueye à travers les rites et les mythes de la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Cette étude met à jour la dynamique interne des œuvres analysées et dévoile, en même temps que leur richesse littéraire, les saveurs, les odeurs et les valeurs poulard. Elle fait apparaître leurs relations intertextuelles tout autant que le réalisme spatial et temporel, qui en informe le sens et l'essence. Le livre bien documenté et bien agencé est l'œuvre d'un critique très versé dans les techniques nouvelles de l'analyse littéraire, mais qui ne tombe jamais dans le jargon obscur de la critique contemporaine. Les différents niveaux de signification des œuvres, la thématique et les enjeux de l'écriture font l'objet d'une minutieuse exploitation. Kudi Kane multiplie les clés pour ouvrir les multiples portes de ces univers romanesques complexes. En faisant revivre les êtres et les choses, les récits et les légendes, les fêtes et les drames du Fouta, elle restitue au lecteur de ses œuvres une fresque monumentale de ce terroir qui est également le sien. L'expression est claire, concise et élégante avec un souci admirable de la nuance et de la précision qui confère à l'ouvrage une grande valeur scientifique et pédagogique. Pour tous ceux qui s'intéressent au passé, au présent et au devenir de ce terroir, pour tous ceux qui veulent comprendre les enjeux de la littérature africaine aujourd'hui, cet ouvrage s'impose comme une œuvre incontournable de référence. Professeur Oumar Sankaré, UCAD. Professeur Abdoulaye Eliman Kane, UCAD. Introduction. Au regard de la thématique autour de laquelle se déploient les romans des écrivains foutankais d'expression française, leur projet global reste dominé par une réflexion nourrie sur l'homme foutankéen et la terre, les coutumes et les traditions poulards, l'islam et la colonisation, le fleuve, une envergure qui explique et justifie la présente étude qui est s'apostrophe. En tiendra strictement à ce choix bien précis. La quête identitaire dans le roman des écrivains originaires de la moyenne vallée du fleuve Sénégal, Les Gardiens du Temple 2, de Cheikh Hamidou Kane, Rella ou Les Voix de l'Honneur 3, de Téné Youssouf Gueye, La Fièvre de la Terre 4 d'Aboubaki Moussalam et Marker 5 Abdoulaye Eliman Kane. Cette quête identitaire se focalisera essentiellement sur le sujet quêteur. Au Fouta, comme partout ailleurs au Sénégal et en Afrique, des mutations n'arrêtent de s'opérer dans tous les domaines de la société, mettant à mal certaines structures et certaines valeurs. Cette crise débouche sur une réaction immédiate des gens de la moyenne vallée du fleuve Sénégal, pour faire face à une telle situation. Dès lors que l'homme de la vallée décide de prendre son destin en main, sa quête se dessine et se pose en termes de défis ou de transgression. Ainsi, à travers leur fiction romanesque, les auteurs du corpus, en mettant en évidence cette quête, font apparaître les reflets des réalités parfois dures de la société poulard.
Celle-ci est accomplie par leurs héros en vue de combler le manque dû, en partie, au malaise socio-économique qui secoue leur terroir. De telles considérations permettront sûrement de saisir l'importance de la quête identitaire chez les romanciers foutanké. C'est grâce à son itinéraire que le lecteur pourra cerner tous les aspects de la civilisation poulard. Sa quête trouvera effectivement son aboutissement dans un plus solide ancrage dans le terroir. L'intérêt de cette notion de quête a déjà été souligné par de nombreux écrivains noirs. Ayant vécu la colonisation, le noir est en perpétuelle quête d'identité et d'indépendance. C'est pourquoi ce thème reste très présent dans la littérature africaine et les romanciers de la vallée n'échappent pas à la règle. En effet, ils traitent la quête sous des formes souvent très variables, voyage, poursuite, méditation, en vue d'objets très divers, identité, honneur, mieux-être, savoir. C'est dire que la quête constitue un thème récurrent dans la littérature des Africains en général, des écrivains foutanké en particulier. Cette recherche se focalisera sur le thème du point de vue littéraire et s'appuiera sur un certain nombre d'œuvres appartenant à l'espace francophone et écrites par des romanciers originaires du Fouta-Toro. À partir de ce moment, les critères de validation de ces choix se dessinent. La société traditionnelle africaine qui est montrée sous différents éclairages. Les questions cruciales liées à la rencontre entre l'Afrique et l'Occident et à la survie de la paysannerie se trouvent au centre des débats qui, sans doute, continueront longtemps encore à préoccuper écrivains et autres intellectuels. Cheikh Hamidou Kane, le premier romancier de la moyenne vallée du fleuve Sénégal et le plus connu, publie un nouveau roman, Les Gardiens du Temple 6, qui paraît plus de 30 ans après l'aventure ambiguë 7, son premier roman dont l'itinéraire du héros renvoie à la problématique d'une société africaine tiraillée entre le désir de rester fidèle à ses valeurs traditionnelles et la fascination pour la science et la civilisation occidentale. Les Gardiens du Temple retracent une histoire qui se situe entre la tradition et la modernité, entre le sous-développement et l'industrialisation, entre la tyrannie et la démocratie. Cet ouvrage est frappant par son caractère binaire. Dès les premières pages du roman, le narrateur montre que deux lumières éclairent le pays des Dialobé. La haute lumière qui tombe du ciel et son reflet tendre dans l'âme des hommes 8. Sous une forme où le conflictuel au départ est résolu à la fin, cette dualité traverse d'un bout à l'autre le texte. Ainsi, en est-il de la tradition et de la modernité, des civils et des militaires qui apparaissent davantage comme les garants de l'ordre dans la cité. À cet égard, le lecteur ne peut s'empêcher d'avoir de la sympathie pour le chef de l'état-major de l'armée nationale, le général Morico, qui réussit simultanément à éviter la fusillade du peuple en confinant l'armée dans les casernes et à improviser une thérapie de la palabre. En procédant de la sorte, l'auteur réhabilite l'art de la palabre, moyen par lequel la société africaine traditionnelle résolvait jadis ses conflits. Les questions soulevées par C.H. Kane dans son roman semblent préoccuper les différents romanciers du corpus. Déjà, avant la parution de ce deuxième ouvrage, Téné Youssouf Gaye publiait son premier roman, Réla ou les voix de l'honneur 9. C'est surtout en observateur attentif et soucieux du détail vrai et frappant que Gaye a tenu à peindre la société poulard de la période coloniale, à travers notamment la manifestation de ses coutumes. Il rend compte de la tradition poulard, à travers la cérémonie rituelle du mariage. Ce roman montre comment la société traditionnelle exerce un contrôle indirect mais vigilant sur la sexualité de ses membres, et comment la Mbomridis était ainsi amenée à franchir progressivement différentes étapes initiatiques la conduisant sans heurts à son rôle d'épouse et de future mère. L'image de la femme foutanké déborde de partout, elle occupe presque complètement l'espace et le temps romanesque, et pourtant on a affaire à une société patriarcale. Jeune épouse fière, digne et généreuse dans toutes les circonstances, Réla n'échappera cependant pas à la condition qui est faite la plupart du temps aux femmes de la vallée, elles qui ont appris très tôt à attendre un mari éternel voyageur. Ama, son époux sera obligé de quitter le sol natal dans des conditions dramatiques, il sera retenu par la conscription. Dans son livre, Téné Youssouf Gaye traduit toute sa piété envers la tradition poulard que les temps sont sur le point d'effacer. Si la tradition s'en va, les chroniques veillent. Alors, Aboubakry Moussa Lamons décide de se consacrer à l'écriture pour tenter de sauvegarder ce qui était sur le point de disparaître. Dans son roman, La fièvre de la terre,
A.M. Lam souligne les difficultés de la paysannerie du Fouta et la lutte contre les actions de développement. Ce dernier aspect paradoxal s'explique par le fait que les méthodes préconisées par l'État ne sont pas bien accueillies par les paysans. Dans son projet scripturaire, l'auteur, à travers l'attitude de son héros, préconise le renouvellement des moyens de production par les propres fils du Fouta, pour sauver les terres de leurs ancêtres. A.M. Lam cherche à prouver qu'hier comme aujourd'hui, le Fouta c'est essentiellement la terre, le fleuve, la paysannerie et les traditions. Certes, il y a les riches en terre et les sans terre, mais le sentiment de solidarité y a été élevé depuis toujours au rang de culte. Après l'accession à l'indépendance des pays africains, l'heure des grands défis à relever semble avoir encore sonné pour la jeunesse du pays en particulier. Pressurée de toutes parts par l'État et le parti au pouvoir, déjà très éprouvées à cause de la sécheresse persistante, les populations du Alaïb, bien que se sentant trahies, se préparaient à vivre l'après-barrage. C'est dans un contexte de grand malaise, de désenchantement de toute la paysannerie que le héros d'A.M. Lam allait choisir de relever le défi, de quitter le sol natal pour un ailleurs lointain inconnu pour lui, mais porteur de tous ses espoirs, le Waala Fendo, ici Paris la capitale française. Dans sa deuxième partie, le roman d'A.M. Lam se présente comme une fenêtre ouverte sur un monde chaotique, parfois étrange, traversé de temps en temps d'événements douloureux, tragiques. Ce second volet du récit est une sorte de miroir de l'immigration noire en France pendant les années 80. Jeune homme réaliste, étonnamment lucide, Samba Sinkou, pendant les 8 années de son séjour, restera sourd aux appels insistants des Chétanes 12, pour reprendre le mot de Téné Youssouf Gueye. L'esprit et le corps tout entier tournés vers un seul but, le jeune autodidacte, dans sa croisade contre l'ignorance, l'injustice et pour la défense des valeurs morales de sa communauté, aura eu à ses côtés 2 êtres providentiels qui aiment aussi l'Afrique, Marie Duval et Henri Barbarin. A.M. Lam aura, en tout cas, réussi à sublimer l'amour impossible de Samba et Marie, et à présenter l'assistance dont son héros a bénéficié auprès de Barbarin comme un symbole vivant de l'existence d'une solidarité paysanne universelle qui ne demande qu'à être exaltée et développée. Le héros d'A.M. Lam a toujours su exactement ce qu'il voulait, ses adieux à la terre de France et à ses 2 amis et protecteurs, ne pouvaient qu'être émouvants. La paysannerie du Fouta est menacée. L'ère des barrages s'annonce avec ses interrogations, ses promesses et ses nombreux défis. Mais elle sera assurément impossible à éteindre, cette fièvre de la terre qui anime chaque fils de la vallée. Tel est le dernier message d'espoir contenu dans le livre de l'âme. L'espace qui sert de cadre aux aventures et aux événements racontés par ces écrivains diffère d'une œuvre à une autre, même s'ils ont une origine commune. Le fleuve qu'Abdoulaye Eliman Kane XIII choisit de décrire dans Marker, son 3e roman. Le héros d'A.E. Kane réserve dans ses rapports à cet actant toute la complexité des relations entre l'homme foutanké et le fleuve. Marker entretient un rapport privilégié avec le génie de l'eau, dont il connaît le nom ésotérique. Enfant précoce, être aux dons prodigieux, Marker est sauvé des eaux par l'homme de Nedar. Grâce à lui, la belle d'Alenda découvre l'amour et guérit de son mal mystérieux. Diom retrouve son cheptel englouti par les eaux fluviales, et Diable, le fringant coursier qui l'a tant chevauché, ressurgit du néant. On note une certaine consécration du jeune captif de Kaz issu des entrailles d'une sorcière 14. A.E. Kane décrit de façon méticuleuse le fleuve Sénégal qui, à force de refléter histoires oubliées, drames inconnus, actions héroïques, devient un monstre fabuleux. Le fleuve, synonyme de vie et de chance, suscite l'imagination et la curiosité de son héros. Pour Marker, le fleuve est un ami et un complice, mais aussi un monde à part, drapé dans son passé, un lieu de civilisation multiple. Il est à la base de la culture foutanké. Chez ses romanciers, le fleuve est le pays berceau, la terre promise pour laquelle ils nourrissaient beaucoup d'ambition. C'est cette terre où ils avaient pensé pour l'avenir, retrouver tout le miel de la culture, de la tradition et en faveur de laquelle ils voulaient apporter les techniques et les outils de la modernité, de sorte que ces 2 valeurs puissent coexister 15. Avec les dures conditions socio-économiques liées à la situation climatique désastreuse, il faut dire qu'aujourd'hui, au spectacle de ce qui se passe, c'est un projet qui n'a pas atteint son objectif. Pourtant, la vallée du fleuve, en proie à l'exode rural, aux nombreux exils, s'est dépeuplée au profit de la ville ou de l'Occident. Les jeunes Foutanko BE accent aigu S, en quête de ressources pour assurer la survie au terroir,
sont obligés de partir très loin laissant parfois femmes, enfants. Malgré tout, le fleuve avec ses avantages et ses inconvénients reste un héritage incontesté du peuple foutanké d'après A.E. Kane. La fièvre de la terre reflète mieux ce visage de la société poulard, ce qui fait que l'espace est double dans ce roman. Le Fouta et la France y sont mis en exergue. Cet aspect de la civilisation poulard suscite sans doute l'intérêt de l'étude de la quête identitaire dans ces romans. La plupart des sujets traités par les 4 auteurs se recoupent harmonieusement. Ils se sont évertués, chacun à sa manière, à présenter dans leurs œuvres respectives un certain nombre d'aspects, de particularités propres à la vie des populations du Fouta sur les plans social, culturel, historique, politique. Natif du Fouta et nourri de la culture poulard, Cheikh Hamidou Kane, Téné Youssouf Gueye, Aboubakri Moussalam et Abdoulaye Eliman Kane restent très attachés à leur terroir et fidèles à leurs valeurs, d'où l'originalité de leurs romans. Ces œuvres où se côtoient la réalité et la fiction développent une esthétique très particulière et marquent l'imagination des écrivains foutankais au service de la création littéraire. D'ailleurs, il faut convenir en toute logique avec Maurice Blanchot que l'art n'est pas une copie de la réalité, que la lecture véritable ne signifie point complicité avec l'auteur, mais qu'elle suppose une attitude de distanciation par rapport au texte 16. La production culturelle en général et la création romanesque en particulier, avec les études et interprétations diverses qu'elle peut susciter, notamment chez les intellectuels, enseignants, chercheurs, critiques, demeure un des moyens susceptibles de conduire rapidement les jeunes générations d'aujourd'hui à une connaissance appréciable des sociétés traditionnelles africaines, pour notamment une meilleure identification des valeurs sociales, morales, religieuses sur lesquelles elles ont été fondées. Il est certain que les romanciers du corpus ont déjà grandement œuvré dans le même sens, en publiant chacun un récit édifiant sur ce sujet. Les différents héros présentent, parfois, des traits de similitude et d'opposition. Samba Sinikyu et Salif Ba vont relever les défis de l'après-barrage, en aidant leur peuple à se prendre en charge. Rella, qui incarne toutes les vertus de la culture poulard, rehausse l'image de la femme alors que Marker, détenteur d'un certain savoir occulte, parvient à allier le monde du génie de l'eau avec l'univers des êtres humains. C'est certainement dans la manière dont ils poursuivent leur quête que se manifestent leurs quelques rares traits d'opposition. Samba Sinikyu va en France pour pouvoir réaliser sa quête, alors que Salif Ba, revenu d'Europe, va tenter d'aménager son terroir en usant du savoir-faire qu'il a acquis dans ce pays. Rella est obligée de rester au village et de sauvegarder son honneur pour attendre Hama, son époux, qui part à la recherche de moyens afin de remédier à leur situation économique désastreuse. Marker, venu travailler à Dakar, est obligé de retourner à Douéra pour réaliser sa quête qui consiste à effectuer un voyage chez le Diom Mayo, c'est-à-dire le génie du fleuve, car d'après Mézézé alias Mame Kumbalamb, le génie protecteur de Rufisque, la mer n'est pas son monde. Le lieu de prédilection de Marker est donc le fleuve, son lieu originel. À travers leurs héros et leurs quêtes, les auteurs décrivent un univers en proie à de profondes contradictions et critiquent souvent la société, tout en ouvrant parfois des perspectives d'avenir. Toutefois, la prédilection de ces romanciers pour le passé, qui se manifeste parfois à travers l'évocation de personnages héroïques et la transposition des faits marquants de l'histoire du Fouta, s'inscrit dans le processus d'une réhabilitation de leur patrimoine culturel et d'un besoin de se reconnaître dans leurs héros afin de bâtir aussi leur propre avenir. Les thèmes qu'ils ont développés épousent entièrement quelques-unes des préoccupations majeures de leur propre communauté socioculturelle et traduisent souvent aussi des questions graves inhérentes à une période cruciale dans l'évolution de tous ces pays africains colonisés qui, dans les années 1960, allaient recouvrer leur indépendance. Il est évident que le choix d'un thème est toujours en étroite corrélation avec la recherche du sens d'une œuvre littéraire. Cette recherche sera alors fondée sur une série d'analyses en vue d'une compréhension des faits. C'est en tenant compte de tout ce qui précède que ce projet de recherche est conçu et organisé. L'analyse qui va suivre comprend pour l'essentiel 3 grandes parties dont chacune est composée de plusieurs chapitres. Une bibliographie générale complète l'examen successif des facteurs historiques, culturels et psychologiques du sujet quêteur tels qu'ils apparaissent dans les romans du corpus. Au demeurant, le souci majeur de cette étude reste celui de souligner dans un premier temps le sujet quêteur et les structures de sa quête. Pour commencer,
Il est nécessaire de présenter l'espace géophysique de la quête, d'évoquer les réalités socio-culturelles du cadre décrit par les auteurs du corpus. Il s'agit d'éléments qui sont révélés au lecteur dès les premières pages de chacune des œuvres. Le deuxième chapitre tente de dégager la problématique de l'identité culturelle. Nul ne saurait en effet prétendre étudier avec efficience le thème de la quête identitaire dans le roman de l'écrivain de la moyenne vallée du fleuve Sénégal, en s'appuyant sur des œuvres littéraires, si au préalable il ne prend soin de s'intéresser aux divers mécanismes de fonctionnement qui régissent la communauté d'hommes en situation. Marqué à un haut degré par des coutumes et des traditions séculaires, l'homme de la vallée est néanmoins capable à l'occasion de se tourner résolument vers l'avenir, de suivre la marche de son époque. Ainsi, les 2 derniers chapitres de cette première partie permettent de mettre l'accent sur l'affrontement entre la tradition et la modernité, sur le contact des cultures, sur les mutations contemporaines qui de toutes parts sollicitent le sujet quêteur et la réaction de ce dernier face à cette pression. Ensuite, c'est tout naturellement que dans la deuxième partie, 3 chapitres sont consacrés à l'analyse des conséquences du contact des cultures. Les romanciers du corpus essaient de dégager les avantages et les inconvénients de la rencontre entre le monde moderne et le monde traditionnel. Le héros refuse souvent le milieu traditionnel et ses coutumes pour se rendre vers l'ailleurs, d'où l'origine du phénomène migratoire que l'auteur de La fièvre de la terre a largement développé dans son roman, et qui est abordé dans le 4e chapitre de la première partie. Le protagoniste d'A.M. Lam, malgré ses modestes capacités intellectuelles, déjouera tous les pièges, brisera tous les obstacles dressés sur son chemin pour finalement émerger du brouillard de l'ignorance, se défaire du sentiment de doute permanent et se forger un nouveau destin à la mesure des défis qui s'annoncent à l'horizon de Elle après barrage. A.M. Lam, en traitant ce thème, semble considérer ce phénomène social comme une grande aventure à tenter, quand bien même elle comporterait certains désagréments voire parfois de gros risques pour le travailleur noir africain. Les personnages de Samba Sinikyu, d'Arsoukel, de Sambaba par exemple sont une illustration diversifiée de cette prise de position. Enfin, la 3e partie est centrée sur la technique d'écriture des romanciers du corpus. Cette partie décrit les traits communs de leur littérature, les formes de transtextualité qui caractérisent leurs œuvres, la manifestation des interférences linguistiques et la structure de leur narration. Cette recherche permet de repérer, puis de comparer les différents thèmes développés dans les romans, tout en se référant sur d'autres auteurs pour une meilleure illustration. Les entretiens livrés par les auteurs du corpus sur des questions cruciales qui pourraient préoccuper le lecteur aident à mieux cerner leur vision. Première partie, le sujet quêteur et les structures de la quête. Le Fouta a toujours fait l'objet de convoitises. Par sa position sur la route de l'or 17, il n'a pas manqué de susciter l'intérêt des États qui se sont édifiés dans le Soudan occidental, notamment le Ghana, le Mali, le Songhai. D'ailleurs, le développement du commerce transatlantique lui a valu la pénétration de l'islam au XIe siècle avec l'irruption des Almoravides. Habitué à recevoir, terre de conquête, société d'immigration, le Fouta va connaître des dynamiques contraires. Les Foutan-Kobé qui avaient l'habitude d'accueillir des migrants en quête de pouvoir et d'avoir vont, avec la sécheresse et la pauvreté qui sévissent, se lancer à l'aventure. C'est là l'intérêt d'une étude sur le sujet quêteur dans le roman des écrivains Foutanké de la vallée du fleuve Sénégal. Il convient aussi de rappeler que le Foutanké est avant tout un peul, et que celui-ci, en tant que nomade, se caractérise par ses déplacements continuels et sa longue errance, depuis des siècles, en Afrique de l'Ouest. Ces migrations restent vivaces et ne vont pas sans influencer la littérature des romanciers de culture poulard. Le Foutanké est devenu un grand voyageur. D'abord, il quittera sa terre natale pour différents foyers islamiques, écoles réputées pour la piété des maîtres, en quête de savoir. Par exemple, l'université de Pire sous le calife Amarfol XVIII est fréquentée par un grand nombre d'érudits du Fouta comme Tierno Souleymane Baal, Abdul Kadri Kane et plus tard El Hadji Omar Tall. Ensuite, il va s'orienter vers les migrations internationales, au point de symboliser l'émigré au regard d'une opinion qu'il appelle Francenabé. Sa quête connaît différentes structures, mais pour l'exemple, cette recherche se focalisera sur les thèmes suivants: l'espace de la quête, la problématique de l'identité culturelle, la quête de l'altérité et la quête de l'ailleurs.
Chapitre 1 L'espace de la quête. La littérature des romanciers de culture poulard est solidement fondée sur la tradition. Et c'est parce qu'elle exhume cette tradition en l'opposant à la civilisation imposée de l'extérieur, que le moindre de ses écrits est toujours un condensé du conflit de culture qui est la principale de ses caractéristiques. Ainsi, pour peu que cette tradition épouse le contour de l'histoire, elle devient un aspect important de l'histoire du Fouta. L'œuvre de T. Y. Gay est entièrement inspirée par la tradition. Généralement il y a, et part dans son écrit et celui des autres romanciers poularophones, des éléments qui permettent de reconstituer la tradition du peuple foutanké. Dans les romans du corpus se décèle un fond naturel et vécu qui fixe les idées, et empêche l'imagination et l'esprit de trop décoller de la réalité. C'est dans ce sens que J.P. Makuta Mbuku a pu affirmer qu'il n'est pas une seule œuvre négro-africaine qui n'ait pas un cadre précis, dans son double aspect naturel et spirituel. 19. 1. L'espace géophysique. Les écrivains décrivent dans les détails le paysage où ils font vivre leurs personnages. Le Fouta est dépeint avec précision aussi bien chez Aboubakry Moussalam, Cheikh Hamidou Kane, Abdoulaye Eliman Kane que chez Ten Youssouf Gay. Situé dans la moyenne vallée du Sénégal, le Fouta, appelé le plus souvent Fouta Toro, s'étend sur les deux rives du fleuve Sénégal, un peu plus élargi sur la rive gauche. D'amont en aval de la vallée du Sénégal, se distingue la haute vallée, la moyenne vallée, où se localise le Fouta, lieu d'origine des romanciers du corpus et cadre de leurs romans, et la basse vallée avec le delta. À l'ouest, plus précisément, se trouve le Wallo, pays wolof qui commence à Dagana, dans la basse vallée et se prolonge jusqu'à l'océan Atlantique. Ce pays correspond au delta du fleuve Sénégal. À l'est le Gadiaga, pays soninké, c'est ce qui est appelé la haute vallée, s'étend sur le Guidimaka mauritanien et la région de Bakel au Sénégal. Sa frontière avec le Fouta se situe sur la rivière du Ndiorol, à Dembankane. Au nord, c'est le pays mort communément appelé Réwo, nord, par les Alpoularènes. Au sud et au sud-est se situent le Cayor, le Djolof et le Boundou. À ces régions limitrophes s'ajoute le Ferlo peuplé par des Peuls. La caractéristique essentielle de la moyenne vallée, qui est le cadre de cette étude, est d'offrir une plaine d'inondation relativement large appelée Valo qui permet l'agriculture de décrue. En effet, la moyenne vallée peut être subdivisée en une moyenne vallée aval, d'une part, et en une moyenne vallée amont, d'autre part, ce qui les départage. Outre les hauteurs d'élevés gainant le fleuve et les caractéristiques de la crue, ce sont les différences pluviométriques. La partie aval ne peut pratiquement pas supporter une activité agricole pluviale. À l'inverse, la moyenne vallée amont délimitée par les isoïèdes 20 est plus propice à cette activité. Elle apparaît d'emblée comme privilégiée car elle permet la pêche et l'élevage, mais donne surtout la possibilité de double culture annuelle, celle dite de décrue et pluviale, qui ne se chevauche ni dans l'espace ni dans le temps. Ce potentiel agro-alio-pastoral a motivé l'établissement des populations au cours de l'histoire. L'espace où vivent les habitants de la vallée résulte d'une complémentarité d'activités agro-alio-pastorales circonscrites dans un terroir bien précis suivant le transect 21 géoécologique suivant. Fleuve Falo 22, Foun 23, Valo Djidjigol 24, GRI. Ces différentes unités géomorphologiques constituent des terroirs spécifiques. Le Falo, sur les pentes d'écoulement des berges du fleuve, est le lieu d'activités agricoles de décrue où se font les cultures maraîchères traditionnelles. Sur les pods singuliers, Found, bourrelets de berges très rarement inondées, se pratiquent les cultures pluviales. Les rendements y sont généralement très hétérogènes. C'est sur les pods que se réalisent les aménagements rizicoles et les périmètres irrigués villageois, PIV. Le Valo, constitué de cuvettes plus ou moins régulièrement inondées, est l'espace stratégique pivot de la société poulard. C'est là que se pratiquent les cultures céréalières de décrue nécessitant peu de préparation et d'entretien. Ces cuvettes sont aussi le lieu idéal de reproduction des poissons pendant la crue. D'après A.M. Lam, c'est cette crue annuelle qui donne au Fouta sa spécificité. Elle permet l'agriculture et l'élevage qui constituent les activités fondamentales du peuple foutanké 25. T. Y. Gay décrit soigneusement le mouvement de cette crue. C'est l'époque de la montée du Sénégal. La première vague de crue la plus puissante était passée 2 ou 3 semaines plus tôt.
Le fleuve avait commencé de grossir rapidement, grignotant les rives, grimpant les berges abruptes ou escarpées, ourlées d'une écume légère. Vu du haut de la falaise, le Sénégal a alors l'aspect d'une immense draperie vert sombre bordée de liserés blancs en dents de scie 26. Ce phénomène est perçu par Rayla, l'héroïne du roman de T.Y. Gay. Rayla, accompagnée de ses nombreuses camarades, vient faire sa lessive publique, activité marquant la fin de sa retraite nuptiale. Connaissant les moindres détails topographiques de la rive où elle se trouve et du fleuve lui-même, elle se souvient brusquement d'un chant du grand poète et chantre du clan pêcheur Guélé Ali Fall 27, dédié à la pirogue et que le spectacle des eaux qui montent rappelle irrésistiblement à la mémoire. Lorsque l'air fleure bon les souffles humides. Lorsque l'éclair zèbre le ciel en est. Les crues mordent les rives grises et crachent de l'écume blanche. Quand les gués subitement s'enfoncent. Quand le lit du fleuve se dérobe sous les pieds. Alors brides et selles sont rangés dans les greniers. Les chevaux regagnent les écuries et les bœufs porteurs, les pâturages. Et c'est ton règne aux pirogues aux lignes fines. Et noble qui glisse en chuintant sur la surface liquide 28. Ce chant de Guélé met également en exergue le mouvement annuel et perpétuel de la crue. L'évocation faite aux cuvettes et à la pirogue, objet précieux des subalbés, suppose que la pêche n'est pas en reste dans cette zone. Celle-ci est individuelle et artisanale. Il arrive que, groupés à 50, à 60, voire parfois à 100, les pêcheurs armés d'un immense filet aux mailles microscopiques entreprennent de longues randonnées qui les mènent un peu partout dans les endroits poissonneux de la vallée. Amlam évoque les parties de pêche collective organisées dans les mares très poissonneuses qui se trouvaient au nord-ouest de Sinikyu, village d'origine de son héros. Ces parties de pêche collective procuraient aux populations le complément indispensable à la préparation des repas. Le poisson capturé pouvait se consommer frais ou séché, assaisonnant très souvent le sempiternel Nihiri 29-30. Pour en revenir aux terres du Valo, il faut noter qu'en dehors des torobés, les subalbés y ont également des droits et des intérêts. De même, les fulbés, éleveurs, y amènent leurs troupeaux après la récolte, fertilisant ainsi les champs. Eux aussi ont un droit de regard sur la gestion de ces terres. Pour toutes ces raisons, cet espace privilégié a été depuis très longtemps convoité et fait donc l'objet de règlements fonciers très particuliers 31. Le Djidjigol, espace de transition entre le Valo et le Géhéri, ainsi que le Géhéri lui-même, sont dévolus à l'agriculture pluviale et au pastoralisme. Ces terroirs plus vastes où se pratique la jachère ne font pas l'objet d'aussi forte pression foncière. La société poulard est doublement tributaire des pluies. L'agriculture d'hivernage avec les champs du Géhéri et l'élevage dépendent, en grande partie, de l'état des pâturages et des points d'eau. L'agriculture de contre-saison et la hauteur des crues sont liées à la pluviométrie de l'ensemble du bassin versant du Fouta Djallon. L'hivernage est une saison sans ennemis, comme dit la sagesse populaire. C'est la période où la nature verdit. Les animaux paissent le lait et la viande sont abondants. Le fleuve et les rivières débordent. Le poisson ne finit pas. C'est la période du renouveau que les hommes et les animaux chantent, sikh, comme une manifestation annuelle de la bonté d'Allah 32. À cela Amlam ajoute. Depuis le jour où un sourd roulement de tonnerre a annoncé son arrivée tant souhaitée, jusqu'à la dernière averse, tout le monde vit dans l'allégresse et l'abondance dont la première manifestation est le lait. Chèvres, brebis et vaches peuvent brouter à satiété et donner beaucoup de lait frais que l'on consomme avec le fin couscous préparé par les doigts habiles des ménagères. Ce lait, une fois caillé, entre dans la composition de certains plats. Si vous entendez une vendeuse dire Tati, 3, sachez que ce dernier est très abondant en effet. Tati signifie 3 mesures de lait contre une 2000. Viennent ensuite les Al 33, le Jaga 34 et les Mumi 35. La description que l'âme fait de l'hivernage est représentative de tout ce que la pluie signifie pour le paysan, de tout ce que l'hivernage lui apporte et de tous les mythes qui, depuis des temps immémoriaux, donnent à tout ce qui caractérise cette saison une place capitale dans la vie culturelle poulard. C'est, en dépit de tout, la période bénie de l'année, la période de la renaissance chez les Futankobé, la terre promise vers laquelle cette population paysanne aspire tout au long de l'année quand la sécheresse se fait sentir. C'est dire que le Fouta a connu une période très humide. La pluviométrie répartie sur 4 à 5 mois de l'année, de juin à octobre, était assez forte pour favoriser une végétation abondante.
Des forêts-galeries le long des cours d'eau, des taillis et des fourrés alternaient avec de hautes herbes qui indiquaient plutôt une savane. L'importance de la pluviométrie a entraîné l'existence d'un réseau hydrographique assez développé. Avec le fleuve Sénégal, des rivières, des marigots, des cours d'eau temporaires, des mares qui conservaient l'eau pendant toute l'année contribuaient à l'occupation de l'homme et de l'animal. A.M. Lam affirme que le fleuve Sénégal, en sortant de son lit, finit par déborder et s'épancher dans toutes les cuvettes. Le paysage est alors un paysage de rêve. L'eau prend possession de toute la vallée. Seuls émergent de cette mer grise quelques levées de terre et d'arbres. Les villages du Valo sont alors coupés les uns des autres. Les déplacements à pied deviennent impossibles. Les pirogues constituent l'unique moyen de transport, au grand bonheur des pêcheurs qui seuls sont habilités à exercer le métier de piroguier 36. Objet de l'intérêt soutenu de tout un monde, paysans et intellectuels confondus, le fleuve est encore et toujours là. Partie intégrante de l'histoire d'une contrée, il aura aussi joué un rôle non négligeable dans le passé colonial des territoires de l'ancienne Fédération de l'Afrique occidentale française comme la Mauritanie et l'actuel Mali. Vouloir évoquer un quelconque trait essentiel de la culture poulard tout en ignorant le Mayo Maungo semble impensable. La crue et la décrue annuelle de ce long cours d'eau communautaire ont depuis toujours rythmé, pendant une bonne partie de l'année, la vie quotidienne des Futankobé. Et l'image anthropomorphe qui fait penser notamment à quelques géants des âges géologiques endormis dans les profondeurs de la Terre 37. De même que la métaphore de la respiration destinée pour ainsi dire à traduire symboliquement une communauté de destin, celui d'un peuple et d'un fleuve, renvoie également à une autre idée bien ancrée dans l'esprit de l'homme de la vallée. Univers partagé entre le visible et l'invisible, le fleuve se présente à la fois comme un lieu de mystère, comme une source de vie mais aussi de mort. Seuls connaissent réellement ce fleuve ceux qui, appartenant au groupe social des Soubalbés, ou pêcheurs, ont été initiés au secret du monde caché sur lequel règne le Diom Mayo ou maître du fleuve. Ce fleuve revêt, en dehors de son aspect naturel 38, une dimension ésotérique qui hante l'imagination populaire. A.E. Kane décrit l'aspect supranaturel du fleuve, ainsi que son historique tout au long de son roman 39. A.M. Lam également met en exergue les rapports quasiment mystiques qui depuis toujours se sont établis entre les habitants de la vallée, leur Mayo Maungo 40, et la terre. Le narrateur le dit à juste raison, cette terre était bien ce que le Fouta avait de plus précieux, page 57. La faune était aussi importante que variée. Partout dans la brousse, hyènes, lions, panthères, éléphants et autres espèces constituaient la population animale qu'évoquent d'ailleurs les contes et adages populaires 41. Berliou, à propos d'une visite de Bru dans le Fouta au XVIIe-XVIIIe, a pu affirmer. D'ailleurs Bru était heureux d'explorer cette terre inconnue, qui lui présentait des spectacles nouveaux et des sujets d'étude. À ce moment de l'année 42, lorsque les pluies venaient de finir, le fleuve coulait à plein bord et les rives en étaient toutes vivantes. Les champs avaient repris leur verdure et les arbres s'étaient couverts de feuillage. Les oiseaux les plus variés s'enfuyaient devant la petite flotte, les singes descendaient aux dernières branches pour voir les visiteurs de plus près, et les grandes herbes de la prairie se courbaient sous les pieds des éléphants 43. Ces lignes mettent en évidence la période faste qu'a connue la vallée du fleuve Sénégal. Le pays fut réellement une sorte de paradis à cette époque. Un tel climat permet l'installation de populations qui exercent des activités économiques aussi nombreuses que variées. Agriculture, élevage, pêche, artisanat, échanges commerciaux. Ces populations ont connu plusieurs phases d'installation. Le Fouta était peuplé par des ethnies autres que les Alpoularines. Le peuplement le long du fleuve Sénégal est très dense. Des villages sont installés partout le long des cours d'eau sous forme d'habitats permanents, villages auxquels il faut ajouter les habitats temporaires des nomades. Avec son fleuve généreux à souhait, ses paysages de rêve notamment en temps de crue, ses forêts giboyeuses, la vallée était heureuse et ses habitants riches de la double récolte annuelle que leur offrait la Providence. Ce Fouta de l'abondance, époque qui voyait l'autosuffisance alimentaire des populations très largement assurée chaque année, ne survivra malheureusement pas à la première décennie des indépendances africaines. En effet, ces 3 dernières décennies, cette société a été bouleversée par des changements écologiques importants. Le Fouta Toro est durement frappé par une sécheresse de plus en plus grande,
désertée par la faune, presque privée de végétation et menacée de désertification. Il faut dire que cette vallée, hier encore verdoyante, vibrante et heureuse, se vide aujourd'hui de ses enfants les plus valides, arrachés à la terre natale, à cause notamment de deux phénomènes bien de notre époque, l'exode et l'émigration. Ils se sont installés dans la plupart des États africains, et un peu partout dans le reste du monde. Que ces hommes réputés intègres, travailleurs et fiers aient décidé de relever les grands défis de cette époque est tout à leur honneur. T.Y. Gay parle encore de cet immense orgueil, Alpulaar 44. Si le Fouta est resté debout, il le doit en particulier à ses vaillants fils, à cette capacité extraordinaire d'adaptation à presque toutes les situations qui habitent la plupart des Sénégalais. Dans le corpus, les auteurs décrivent tous le milieu écologique du Fouta, cadre dont l'aspect permanent tourne autour de la coutume, de la foi, des croyances, des mariages, des semailles, des récoltes, du changement des saisons, de la solidarité, de la vie communautaire. La forte terre, la faune et la flore, reliées à la géographie locale, donnent une couleur à leur récit. L'étude de ces éléments fait accéder à l'âme du peuple concerné. Cette description savoureuse, détaillée et fine permet de toucher du doigt les questions relatives à la société, à la culture, bref à la tradition. À l'instar de ce qui s'observe en général dans la littérature africaine francophone, issue pour la plupart d'une expérience coloniale récente, l'écriture des romanciers poularophones participe d'un processus identitaire qui interpelle l'histoire, la langue, le référent culturel et problématise leur conscience identitaire, individuelle ou collective, en tant qu'écrivain francophone. Diverses approches critiques permettront d'ailleurs d'étudier certaines des conditions de ce processus identitaire fondateur, notamment la question régionale par laquelle se comprend le rapport de l'écriture francophone à ses référents historiques, géographiques, culturels, esthétiques, idéologiques et linguistiques, autrement dit, à ses critères de définition. Toute œuvre littéraire est insérée dans un espace donné. Elle en porte la marque. Dans le roman de l'écrivain originaire de la Moyenne-Vallée, la question régionale reste d'actualité. Devant ces romans du terroir, le lecteur est en présence de réalités foutankobe accent aigu, senties par des foutankobe et exprimées par des foutankobe. Ces auteurs insufflent parfois à tout un peuple le goût de retrouver ses origines profondes. Toutefois, ces romans dits régionalistes, parce qu'attachés à un terroir particulier, le Fouta Toro, souvent décrits avec précision et utilisés comme cadre matériel du récit, débordent les cadres étroits du genre et atteignent l'universel. 2. L'espace socioculturel. T.Y. Gay montre la vivacité et l'évolution de la culture à travers le mariage de son héroïne. Il décrit le mode de vie du peuple foutanké et peint de façon méthodique ses us et coutumes. D'après lui, la culture n'est pas et ne peut pas être derrière les vitrines fleurant l'aseptique et les troublantes odeurs venues du fond des âges. Elle est ailleurs. Il n'y a plus dans le clair-obscur des salles d'exposition que du culturel. La culture, elle, ne meurt pas. Elle vit, évolue et se transforme. On ne peut ni la domestiquer, ni la vaincre. Elle est partout visible. On la sent et on l'apprécie. 45. Dans La fièvre de la terre, A.M. Lam campe également ce phénomène dans différents faits. Les nombreuses randonnées de son héros, l'évocation du monde rural foutanké. De même, A.E. Kane évoque dans Marker tous les aspects de cette culture grâce à sa description méticuleuse du fleuve Sénégal, alors que dans Les Gardiens du Temple, C.H. Kane le fait dans son projet de description d'un jeune noble foutanké, de l'intarissable griot, du charismatique marabout. Les coutumes poulards demeurent encore vivaces malgré les nombreux bouleversements sociaux et culturels, et dans leurs projets littéraires, les écrivains de culture poulard ont tenu chacun à évoquer les aspects de cette tradition dont la Moyenne-Vallée est le cadre et le foutanké le sujet, ce fait qui s'illustre d'ailleurs par le phénomène des classes sociales est mis en exergue par l'ensemble des romanciers, et C.H. Kane y fait allusion à travers les différentes catégories de la société dialobé accent aigu 46. Le terme dialobé désigne à la fois le pays et le peuple d'où est issu son héros Salif Ba qui appartient à la classe sociale des Torobes. L'évocation des Tourobes permet de dresser le schéma des différentes catégories sociales qui peuplent le pays. Les classes d'autorité Tourodo bien sûr, Pulo Peul, Sedo, Jaawando, Kebalo, occupent le sommet de la pyramide,
Viennent ensuite les artisans, les mahaboubés, tisserands, les sakibis, cordonniers, les waïlbs, forgerons, les lobis, boisseliers. Avec à leur côté les wambab, griots guitaristes, et les awlub, griots généalogistes. Enfin, au bas de l'apostrophe échelle sociale se tiennent les hommes de condition servile, makiou bougiyab. Cet aspect de la société est traité par les différents romanciers. L'âme décrit le sentiment de supériorité du noble Tourodo envers le makiudo esclave, par exemple. Jalad dira à Malal, le serviteur de son neveu Samba, au diable Malal. Quand les personnes parlent, les animaux comme toi doivent se taire. 47. De nombreux exemples se trouvent dans le corpus. Salif Ba se caractérise par sa fierté indomptable et surtout sa générosité sans limite, à l'endroit de son griot Farba Marie 48. Marker, victime d'un malentendu concernant son origine, il est considéré comme l'esclave de Diom car la femme qu'il a élevée et la captive de case de celui-ci, est obligée de racheter sa liberté. En fait, l'ensemble des héros des romans s'illustrent par leur noblesse. Rela, Marker, Samba Sinikyu et Salif Ba, les personnages respectifs de Gay, A.E. Kane, Lam et C.H. Kane font toujours preuve de leur sens aigu de l'honneur sur fond d'amour-propre excessif. 49. Dans ses œuvres, chaque personnage connaît la place qui lui est assignée dans la hiérarchie sociale, y reste donc et assume dans la mesure du possible sa fonction traditionnelle. C'est ce qui explique les liens entre Salif Ba et Farba Mari, les gardiens du temple, Samba Sinikyu Malal et Pendali ou Korgel, la fièvre de la terre, Ama et Ali, Rela ou les voix de l'honneur. Le père de Farba Mari était d'avis que, pour ce qui touchait à l'organisation de la société, il fallait que chacun demeurât à sa place, la dignité et la sécurité de chacun et aussi de la collectivité étant à ce prix 5 ans. Rela rappelle froidement à sa camarade Kumbayel sa condition sociale et tout l'abîme qui les sépare. Cette dernière a joué l'intermédiaire dans le guet-apens que son ex-ami Siré AW lui a tendu. Rela connaît bien Kumbayel, avec qui elle entretient les rapports faits de bonne cordialité et de sympathie qui unissent traditionnellement les gens de classes sociales différentes. La préséance qui fait la différence entre les deux camarades vient du fait que Rela est de classe noble et que Kumbayel, fille d'artisan, ne l'est pas. Quant au marabout, c'est un membre de la lignée des Tourobes dont la caste est indissociablement liée à l'avènement de l'islam au Fouta. En effet, les Tourobes, détenteurs du savoir religieux, ont réussi une intégration par le haut du système social à l'époque des Denyankoubi. Ils sont traditionnellement les plus rigoureux en ce qui concerne l'enseignement religieux et le respect des prescriptions coraniques. C'est parmi eux que se recrutent les principaux marabouts. Dans cet espace, la religion musulmane a réussi à triompher sur le paganisme même si celui-ci reste très présent dans les romans. L'image du marabout est mise en évidence par l'ensemble des romanciers du corpus. Pour ce qui est de l'avènement de la figure maraboutique, rappelons qu'à partir du XIe siècle, le Fouta Toro, situé dans les franges méridionales des zones traditionnelles du commerce transsaharien, a profité des courants d'échange entre le nord et le sud du Sahara. C'est à la faveur de ces flux commerciaux d'une ampleur sans précédent que l'islam s'est progressivement installé dans ce secteur. Le marabout, issu de cette structure, se caractérise par sa science, sa sagesse ou la profondeur de sa foi. Il est en quelque sorte l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Région fortement islamisée, le Fouta Toro est le lieu d'origine de la majorité des chefs de différentes confréries religieuses du Sénégal, Tidiane, Mouride, etc. Aussi, le marabout, personnalité respectée et parfois vénérée, joue-t-il un rôle de premier plan dans les œuvres ayant pour cadre le Fouta et mettant en scène les originaires de cette partie du Sénégal. C'est C.H. Kane qui décrit le mieux l'image du marabout à qui il consacre un chapitre entier dans Les Gardiens du Temple, pages 37 à 56. Il naît pour les Dialobés, pas de monde possible sans Dieu 51. Et c'est à travers Tierno, un des personnages de l'aventure ambiguë, son premier roman que le pouvoir spirituel du marabout se distingue le plus. Le pays Poulard regorge de foyers islamiques, Jidoud, école coranique réputée pour la qualité et l'efficacité des maîtres. Du berceau au cimetière, le Foutanké vit à l'ombre tutélaire du marabout, dira Yahya Wayne 52, et a l'âme d'ajouter que son personnage, Cerno Paris, avait bien dans sa jeunesse, comme tout natif du Fouta, appris ou plus exactement ingurgité une bonne partie du Coran dont il maîtrisait plus ou moins l'écriture 53.
Pour convaincre le père de Dalenda de lui accorder la main de sa fille, Marker, le héros d'Abdoulaye Eliman Kane, va saisir l'imam de la grande mosquée de Douéra qui va intercéder en sa faveur 54. Cet imam avait réussi, alors que le père de Dalenda n'avait que 10 ans, à l'intéresser petit à petit aux vérités de la religion révélée dont il avait fini par faire un modèle dans son hameau, et dont s'inspirent à des degrés divers les autres membres du clan 55. Devant son désespoir de voir son fils enrôlé pour la conscription, la mère de Hama, dans Réla ou les voies de l'honneur, va recourir aux prières de deux grands marabouts qui avaient eu une remarquable attitude d'honnêteté intellectuelle et de modestie en disant « Nous avons imploré Dieu pour que notre fils ne parte pas. Il peut répondre favorablement ou défavorablement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier. Nous continuerons nos prières. Dieu décidera 56. » Cette humilité du marabout est aussi et surtout incarnée par Tierno Saïdou Bari, la référence pieuse des Dialobé, dans les gardiens du temple 57. Cependant, malgré sa présence incontestée au Fouta, l'islam cohabite en bonne intelligence avec le paganisme et les auteurs s'attachent à dénoncer les superstitions et le charlatanisme qui continuent de maintenir leur pays dans l'obscurantisme. L'islamisation ne fait pas disparaître, chez bon nombre d'Africains convertis, les pratiques magiques propres à l'animisme. Tout au plus réussit-elle parfois à les rendre honteuses et semi-clandestines. Le mélange d'éléments musulmans et d'éléments animistes n'est d'ailleurs nullement exceptionnel en pays d'islam noir. Oumar Ba constate avec J.C. Frelich que notre islam est un islam repensé, repétri, négrifié, adapté, taillé à notre mesure 58. Comme le reconnaît Ahashba cité également par Oba, l'islam se colore aux teintes des terroirs et des pierres 59. En effet, l'islam qui constitue le dernier volet du triptyque religieux caractérisant l'Afrique vient se superposer à l'animisme et au christianisme. Mandé Alpha Diarra déclare que c'est un avantage des différentes dominations successives qu'a subi le nègre, 3 civilisations, 3 dieux. Les mânes des ancêtres et le Donkotigi guérisseur, Allah et Mohamed, le Christ et Jéhovah. L'un est-il indisposé ou absent? Le Sahélien ne se gêne pas pour faire appel à l'autre 60. T.Y. Gay, A.M. Lam et A.E. Kane décrivent souvent cette coexistence insolite, même si chez C.H. Kane, c'est l'islam qui domine, du moins chez les Dialobé. Chez T.Y. Gay, il y a une nette opposition entre la magie blanche et la magie noire. Lorsque la mère de Hama recourait aux soins des marabouts, avec la certitude que le mauvais sort lui était jeté, Siré AW, le rival de Hama, subjugué et atterré, quittait en courant la sombre case d'un charlatan distingué qui lui avait promis le départ de son ennemi 61. La magie noire a pour royaume la nuit qui libère des feuillages sombres, les vols des hiboux et des chauves-souris, dissimule la ronde dangereuse des fauves et celle plus redoutable encore des mangeurs d'âmes 62. Chez A.M. Lam, les sorciers de Jamaïel ayant jeté leur dévolu sur l'âme de Samba Sinikyu qu'ils voulaient se partager, il fallut tout l'art occulte du grand biléro au sorcier Amadi Galagel pour l'arracher à la mort 63. Dans Marker, les croyances aux sorciers et autres vampires sont à l'origine de la naissance du héros et de la destruction de tout un village par les flammes. Le père du héros d'A.E. Kane est mort et sa mère, qui est présente dans le récit, voit sa vie et celle de son fils menacées par la foule en furie qui l'accuse de sorcellerie 64. La foi reste pure dans les gardiens du temple, certes. Mais le héros de C.H. Kane croit pouvoir distinguer 2 écoles dans la chaîne continuée des maîtres des Dialobé. Certains d'entre eux avaient eu une foi et un tempérament austère, de sorte que sous leur regard, toute exubérance de la vie devenait honteuse d'elle-même 65. L'attention portée à l'au-delà et à la mort refrénait, disciplinait et orientait l'existence. Thiémo de l'aventure ambiguë appartient à cette école, lui qui croyait profondément que l'adoration de Dieu n'était compatible avec aucune exaltation de l'homme 66. Tierno Saïdou Bari appartiendrait quant à lui à la seconde école. Tout en étant exigeant et rigoureux, il était habité par une joie et un optimisme qui inspiraient confiance 67. Tierno Saïdou Bari, à qui Salif Ba voue une grande affection, avait su élever à un niveau supérieur l'équilibre et la paix intérieure qui émanaient de lui. Selon sa foi, Dieu veut et permet le bonheur des hommes. Cette qualité de vie et cette piété qui animent Tierno prévalent chez les grands marabouts dont le Fouta regorge. Cependant,
cette image favorable de l'islam incarnée par le marabout pieux coexiste avec d'autres formes de paganisme au Fouta. Interdit clanique, culte des ancêtres, port de gris-gris, importance attachée aux songes et à l'oniromancie 68. Contre les pratiques magiques expressément interdites par l'islam, il faut dire avec Omar Ba que tout peuple en adoptant une nouvelle religion garde le secret désir de ne pas encourir les rancunes des antiques divinités qui occupent son sol, flottent dans l'eau qu'il traverse et qu'il boit, et vivent jusque dans l'air qu'il respire 69. Au Fouta, la terre constitue la base de la richesse. Cette situation est liée à l'instauration du régime Peul d'Egnanque. En effet, dès le XVIe siècle, Koli Tengela s'installa au Fouta Toro qu'il dirigeait en sa qualité de Satigui, mot mandingue signifiant guide d'émigration 70. Le pouvoir païen qu'il détenait en tant que chef de terre a favorisé l'avènement d'une aristocratie terrienne et guerrière, avant le triomphe en 1776 de l'aristocratie maraboutique qui a assuré, jusqu'à nos jours, la pérennité de leur pouvoir politique, religieux et économique 71. Même si dans le contexte actuel de dévalorisation de l'activité agricole, un grand nombre de marabouts se sont retrouvés déclassés. Les plus prestigieux ont cependant pu s'adapter à la conjoncture. Les consultations qu'ils donnent localement et à l'extérieur leur procurent de substantiels revenus monétaires. Une telle structure montre que la terre est le fondement des pouvoirs économiques, politiques et des rapports de parenté dans cette société paysanne. En effet, la hiérarchie économique traditionnelle a toujours été très proche de la hiérarchie du pouvoir politique et religieux. Les couches sociales qui dominent une localité donnée contrôlent le facteur économique essentiel dans le Fouta traditionnel, la terre, particulièrement la terre de Valo. L'importance de la maîtrise foncière de cette terre est capitale dans une région de subsistance basée sur l'agriculture dépendante d'une pluviométrie aléatoire. Ainsi, le Djoum Lady, maître de la terre, est toujours Djoumuro, chef de village 72. La spécificité du Fouta, outre une forte hiérarchie foncière, semble être une société optant pour un égalitarisme économique, garantissant pour tous les conditions minimales de survie tout en ne créant pas les conditions d'une seigneurie féodale que l'élite obtiendrait par le contrôle de la terre. La paysannerie, qui a suscité de nombreux conflits dans le passé et qui ne cesse de parler d'elle, est le thème choisi par A.M. Lam pour camper son récit. En fait, connaissant l'attachement du Peul aux bovidés, on ne peut s'étonner de la puissance des liens unissant un Foutanké à ses terres. L'agriculture est par excellence le domaine où se manifeste la pertinence du fait culturel chez le peuple foutanké. Le sentiment identitaire et l'enracinement territorial des Foutankobe se traduit par le développement d'une culture locale, dont le trait dominant est l'exploitation harmonieuse de l'environnement immédiat. La terre dont la mise en valeur n'est possible d'ailleurs que grâce au fleuve, la civilisation et la culture alpoula reposant sur ce fleuve dont la crue annuelle donne au Fouta sa spécificité et fait de la terre la première richesse du pays 73. Le fleuve Sénégal n'est peut-être pas le don du pays tout couleur, mais il en est la fleur et en fait une sorte d'oasis 74. Tous les ans, le grand fleuve 75 étouffait les peuples Foutankobe accent aigu de son amour 76. Marker décrit l'aspect mystérieux et enchanteur du fleuve à travers cette déclaration. Tu verras des oiseaux que tu n'as jamais vus, des arbres majestueux, témoins de 1000 événements ignorés parce que non écrits, et des arbres aux sous-bois peuplés d'une infinité d'êtres petits et grands, visibles et invisibles qui donnent au bord du fleuve, à de nombreux endroits, cet aspect mystérieux et enchanteur de force surnaturelle 77. D'autre part, la relation avonculaire et la parenté à plaisanterie jouent un rôle également important dans la culture poulard. Dans la société traditionnelle foutanké, les rapports qui lient le neveu à son oncle maternel sont particulièrement valorisés. Kao Kaawirado Nannata Aljana, 78. Cet adage renvoie à une imagerie profondément ancrée dans la conscience collective, et illustre parfaitement le lien entre l'oncle et son neveu. Dans le roman d'A.M. Lam, l'oncle a officiellement en charge l'initiation du jeune héros. Il joue le rôle permanent d'homme-refuge pour le neveu, qui bénéficie ainsi de son soutien indéfectible. C'est l'oncle qui va voler au secours de Penda 79. Au Fouta, si l'adage « celui qui laisse entendre que c'est l'oncle qui assure à son neveu le paradis » est un mythe, il trouve quand même son application dans la vie courante des Alpoularènes. La parenté à plaisanterie
garde aussi une dimension sacrée chez le Futanké. Appelée Dendairagu, cette pratique permet de consolider l'esprit communautaire. Outre l'entraide, elle enseigne l'humour, a fortiori l'esprit de palabre. Cette parenté à libre parler s'étend entre des individus, des groupes et même davantage, entre des provinces ou des régions entières. 80. Le héros de C.H. Kane va user de ce procédé pour apprivoiser les notables Cécènes. Une relation sympathique s'établit spontanément entre Salif et ses notables, dès que, de part et d'autre, l'on prit conscience de ce que l'on appartenait à deux groupes tribaux, Cécènes et Dialobé, dont les relations étaient codifiées par un régime de parenté à plaisanterie. La tradition avait en effet établi depuis un passé lointain, entre divers clans et diverses tribus, des codes très élaborés énonçant les immunités, les privilèges, les règles, les devoirs et droits devant être mis en œuvre pour régir leurs relations. S'il arrivait que deux personnes qui se prennent de querelles dans la rue s'aperçoivent qu'elles appartiennent à des clans ou à des familles liées par une règle de parenté à plaisanterie, aussitôt elles cessent les hostilités, se serrent la main ou se donnent l'accolade. Parfois même, des indemnités sont offertes. Cette tradition est encore très strictement observée. 81. La culture poulard est donc régie par l'esprit de communauté. C'est une culture très riche que les auteurs du corpus ont passé en revue. Ils dégagent les différents aspects de cette civilisation dans leurs œuvres dont l'analyse a permis de relever la survivance et la pérennité des rapports que le peuple Futanké entretient avec son environnement physique et idéologique. Chapitre 2. La problématique de l'identité culturelle. La représentation du malaise de l'Afrique mise en scène par de nombreux romanciers africains contemporains, en particulier A.M. Lam, A.E. Kane, C.H. Kane et T.Y. Gay, montre un lien très étroit entre le destin de l'individu et celui de la société. C'est ce qui explique l'étude des questions de l'identité culturelle dans ces romans. La problématique de la culture suscite de nombreux débats. Ce terme est défini par la conférence de l'UNESCO Mexico 1982 comme étant l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, et par Herskovits comme le mode de vie d'un peuple alors qu'une société est l'ensemble organisé d'individus qui suivent un mode de vie donné. Plus simplement, une société se compose d'individus, la manière dont ils se comportent constitue leur culture. 82. La culture se transmet par l'éducation des individus, à travers un processus appelé enculturation. Mais quel que soit son isolement géographique et le conservatisme de ses membres, une culture est appelée à connaître des variations et des changements, des évolutions, bonnes ou mauvaises, par le jeu de facteurs purement internes, évolution lente, ou de facteurs externes, évolution rapide liée à la rencontre avec d'autres cultures. 83. Au Futa, ces changements ont été imposés par une contrainte extérieure plus forte, du fait de la colonisation. Ali définit l'identité ethnique des Alpularen. Il s'agit bien sûr de ceux du Futa Toro, à partir de 3 critères. Sur le plan géographique, ce sont les individus qui habitent sur les 2 rives du fleuve Sénégal. Sur le plan linguistique, ils parlent le poulard. Le 3e critère est d'ordre psychologique. Il s'agit de la personnalité ethnique, dont la donnée essentielle est l'idéal du moi, sous forme positive ou sous forme négative. 84. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.